8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci de venir répondre à mes questions. Ce matin, vous êtes le président de la région des Hauts-de-France, président LR. Vous êtes en campagne, on va le voir. Vous allez soutenir un peu partout en France les candidats. Mais je voudrais bien sûr qu'on commence par le Stade de France. Gérald Darmanin, dont vous avez longtemps été proche, vous allez nous dire si vous l'êtes toujours, hier était interrogé par les sénateurs après le fiasco du Stade de France. Sur l'usage disproportionné du gaz lacrymogène, il a dit « Je voudrais m'en excuser très sincèrement auprès des supporters de Liverpool ». Donc c'est bon, c'est excusé ? Et pourquoi on ne parle pas aussi de ce qui s'est passé au-delà des billets, au-delà des faux billets, au-delà des supporters anglais, qui sont une partie de la cause des problèmes, mais pas tout le problème. Pourquoi ils ont tant de mal à nommer ce qui s'est passé? C'est quoi ce qui s'est passé, Des attaques en règle par des bandes qui sont venues pour détrousser, pour agresser des supporters. Pourquoi ils ont tant de mal? Pourquoi ils savent reconnaître tardivement les erreurs dans l'utilisation justement des forces de l'ordre, du maintien de l'ordre? Mais pourquoi ils ont du mal avec ça? C'est quoi, c'est du déni? Bien sûr. Et pourquoi? Évidemment que c'est du déni. Regardez, le président nous a parlé santé, il va parler éducation aujourd'hui. Pourquoi il ne parle pas sécurité? La priorité numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est vrai. Mais la question de l'insécurité, le besoin d'autorité n'a pas disparu dans le pays. La France n'est pas devenue un pays calme. La France n'est pas devenue un pays sécure. Il y a besoin de mesures en la matière. Et donc aujourd'hui, je le dis, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas non plus une réponse pénale qui soit à la hauteur de ce qui s'est passé l'autre jour. Alors parlons de la réponse pénale, on va revenir sur ces excuses dont vous considérez visiblement qu'elles ne sont pas exactement sur les véritables causes du problème. Mais ou en c'est tout cas pas le un autre hasard, morceau. C'est pas le hasard. C'est quoi, c'est fait exprès? Bien sûr. Les Anglais ont bon dos? Bien sûr. Bien sûr. Les Anglais, bien évidemment, ont bon dos. Bien évidemment qu'il y a eu des faux billets, tout le monde l'a vu. Mais il y a autre chose qui s'est greffé dessus. C'est le problème, justement, de ceux qui sont venus pour dépouiller, pour agresser. Et ça ne peut pas rester. Et pourquoi ils se permettent de le faire? Parce qu'ils se disent que de toute façon, derrière, qu'est-ce qui va leur arriver? Pas grand-chose. Et c'est ça, c'est cette impunité aujourd'hui qu'il faut casser. Alors regardons ce qui s'est passé justement. Il y a eu 48 gardes à vue pour cette criminalité de circonstance, comme certains policiers l'appellent. 6 comparutions immédiates. Quand on écoute certains policiers ou même l'avocat commis d'office pour cette affaire, il dit: l'affaire du Stade de France, c'est une misérable histoire de pickpocket parmi une foule de supporters. Un contexte pour le moins habituel en Seine-Saint-Denis. Ça veut dire que c'est quoi? C'est banal? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Je ne me résous pas à entendre ça. Il n'y a pas de fatalité à cette insécurité. C'est pas une banale affaire de pickpocket quand des gens se font dépouiller, quand il y a des violences qui ont été commises, parce que ça fait partie justement des chefs d'inculpation qui ont été retenus. Et si je ne me trompe pas, parce que j'ai voulu aller jusqu'au bout des choses avec les informations que nous ont données les médias, si je ne me trompe pas... On a petit à petit reconstitué le puzzle. Il y a eu une condamnation à la prison ferme avec mandat de dépôt, mais pour l'instant, une, si je ne me trompe pas. C'est juste. Voilà. 48 gardes à vue, 6 comparutions immédiates et une prison. C'est à la justice souveraine de se prononcer. C'est pas suffisant, c'est pas à la hauteur. Vous savez que des vols avec violence, des vols en réunion, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison, jusqu'à 5 ans de prison. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait prononcer. Je ne suis pas magistrat à la place des magistrats. Mais tant qu'on ne cassera pas cette impunité, il n'y a aucune raison que cela arrête. Mais vous savez, ils sont capables de tout comprendre, C'est qui ils? Ces bandes qui ne sont pas venues là par hasard, parce qu'ils se sont dit qu'il y avait des gens où il était possible de leur voler leur montre, de leur voler leur téléphone, de les agresser. Et vous voyez, il y a aussi autre chose, parce qu'il faut être encore plus précis. Moi, ce que je demande, c'est l'application de la sanction prévue par la loi, déjà celle prévue par la loi. Mais il y a aussi une mesure qui changerait radicalement les choses. Pour les récidivistes, des peines minimum. Et pour les agresseurs de policiers, de pompiers, de gendarmes, d'élus, de maires notamment, une peine minimum d'1 an. Pas d'aménagement, pas de sursis, avec des règles connues à l'avance. Vous vous souvenez de ces images? On les a vues sur les antennes de BFM le 1er mai dernier, manifestation du 1er mai. Cette femme casquée qui arrive, qui donne un coup de poing. Elle a été jugée hier et elle a écopé de 10 mois de prison ferme. C'est 1 an de prison ferme. Minimum, vous voudriez 1 an. Minimum. Que ça soit connu, que ce soit su, parce que là, je peux vous garantir que ça changerait considérablement les choses. En fait, ils n'ont pas peur, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr qu'ils n'ont pas peur. C'est le problème des peines exécutées, même les travaux d'intérêt général quand ils sont prononcés. Si je ne me trompe pas, c'est un rapport parlementaire, il faut 12 mois minimum pour que la peine soit enclenchée. Moi-même à la tête de la région des Hauts-de-France,
J'ai proposé au ministère de la Justice d'accueillir des personnes qui doivent avoir travail d'intérêt général dans les services de la région. Ah, je ne suis pas encombré par les propositions du ministère de la Justice. Mais attendez, Xavier Bertrand, vous accusez finalement le gouvernement de ne mettre l'accent que sur les seuls Anglais pour effectivement ne pas avoir à parler de cette autre partie du fiasco de samedi soir. À l'inverse, vous, là, depuis qu'on a commencé cette interview, vous n'insistez que sur cette partie-là quand même, non, principalement. Je vous ai parlé des Anglais, je vous en ai parlé. Il y a eu aussi cette réflexion. J'ai des amis qui étaient au Stade de France qui m'ont expliqué que à l'origine du problème, il y a bien ces faux billets et tous celles et ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans le stade qui sont venus au stade. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un enchaînement. C'est un enchaînement, mais pourquoi le gouvernement ne parle pas de cela ? Aux questions d'ailleurs de délinquance aux abords du stade, Gérald Darmanin a répondu « amalgame nauséabond ». Oui, mais ça montre bien aussi quelle est l'utilité de la droite républicaine et du centre. D'un côté, il y a les extrémistes. Il y a M. Zemmour, il dit quoi déjà ? La Seine-Saint-Denis, c'est pas la France. Il veut faire quoi alors ? Il veut faire un mur ? Il veut faire une frontière entre la Seine-Saint-Denis Paris, au périphérique, pendant qu'il y est ? N'importe quoi. Et puis de l'autre côté, il y a le gouvernement qui est dans le déni. Entre les extrémistes et les laxistes, il y a nous, qui voulons tout simplement une extrême fermeté. Nous, on n'est pas des énervés, mais on veut tout simplement l'application de la loi et on veut le renforcement de la loi pour notamment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, protéger ceux qui nous protègent. Et là, peut-être pas du jour au lendemain, mais là, il y aura un véritable changement. Et tous les pays qui ont décidé de prendre à bras-le-corps ce problème sans déni et sans extrémisme ont réussi à le faire. Ni déni ni extrémisme, ce serait ça la définition d'LR. On va y revenir pour d'autres problèmes qui se posent aujourd'hui. Mais Xavier Bertrand, quand même, sur l'ensemble des excuses, je vous interrogeais quand même sur le fait qu'il a présenté ses excuses, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports également, pour l'usage disproportionné des bombes lacrymogènes. Sur ce morceau-là du puzzle dans le chaos, c'est-à-dire sur la doctrine quand même et la manière d'utiliser la force et le gaz lacrymogène, est-ce que ces excuses-là, vous les entendez ? Est-ce qu'elles sont justifiées ? Je les entends, mais c'est au préfet de police de s'exprimer. On l'entend pas pour l'instant. Et puis, on entend parler de la ministre des Sports et du ministre de l'Intérieur. Il n'y a plus de Premier ministre, au fait ? Je sais pas, on l'entend pas. Et le ministre des Transports, qui est en charge d'ailleurs du ministère des Transports, et on va recommencer avec une nouvelle grève à la RATP pour le match, c'est France-Danemark, là, qu'on va avoir. Vous avez vu, il y a une grève l'autre jour, en plus, sur le RER. On voit le président sur le terrain, ça vous suffit pas ? Non. Pour les choses qui vont bien. Mais pas pour le reste. Non, il a été à l'hôpital et puis il va aller à Marseille tout à l'heure pour l'éducation. Indiquer que ça va aller mieux. Pourquoi il ne parle pas de sécurité ? Vous vous rendez compte ? C'est lui qui a insisté pour que ce match se tienne à Paris plutôt qu'à Saint-Pétersbourg. Donc on a fait les choses très rapidement. C'est lui qui a proposé, en tout cas, que la France prenne l'organisation. À ce qu'on l'ait. Et quand on l'interroge, pas de commentaire. Non, je suis désolé. Il a été interrogé en effet par des journalistes à Bruxelles. Il a dit « je ne suis pas un commentateur ». Voilà. Mais lui qui s'occupe quand même de beaucoup de choses, et bien souvent de tout, c'est bizarre que là-dessus il n'ait pas son avis, parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ministre de l'Intérieur en première ligne, ministre des Sports en première ligne. Vous pensez sérieusement que samedi soir, pour ce match où des centaines de millions de personnes en Europe et dans le monde ont regardé le match, vous pensez que le Premier ministre et le Président de la République ne se sont pas concertés avec leurs deux ministres ? Pensez que le téléphone n'a pas sonné ? Pensez que c'était facile, évidemment. Et puis que fait l'ensemble du gouvernement ? Il y a la question de l'analyse du renseignement, il y a une question aussi diplomatique avec les Anglais, il y a la question des transports. Moi, j'aimerais bien entendre la Première ministre sur ces questions-là. Mais Xavier Bertrand, il a fait savoir à Emmanuel Macron, pour le coup, à toutes les rédactions de France, qu'il avait passé un savon au ministre de l'Intérieur. Mais ce n'est pas la première fois. C'est toujours monsieur en colère. Ce qu'on lui demande, c'est le président qui s'occupe vraiment des choses, surtout qu'il a le goût de s'occuper de beaucoup de choses ou de tout, eh bien, qu'il assume très clairement. Parce que sur cette question, mais vous avez fait le coup sur les vaccins, vous vous rappelez ? Ça va pas assez vite. J'ai demandé à mes équipes et il avait laissé entendre de toute façon, qu'il n'était pas content avec Olivier Véran. Leur marque de fabrique, c'est jamais de leur faute. Et ils ont les pires difficultés à reconnaître leurs erreurs. C'est ça le fond du problème. Xavier Bertrand, c'était votre ami quand même, Gérald Darmanin. Oui, mais il y a deux choses entre l'amitié et des choix politiques radicalement différents. Et aujourd'hui, c'est un ministre de l'Intérieur qui dépend des orientations et des décisions du chef de l'État. Vous aussi, vous dites que c'est pas de sa faute. Pardon ? Vous aussi, vous dites que c'est pas de sa faute. Mais il y a un responsable, celui qui veut se présenter à l'élection présidentielle, c'est le président et qui doit assumer. Il a été élu, hein. Oui. C'est pas juste qu'il veut, il a été réélu. Hein. Et pour 5 ans. Et pour 5 ans. Et cette décision s'impose à tous. Mais c'est important d'aller aussi plus loin. Le Stade de France, ça veut dire quoi ? C'est le retour du désordre.
Et si l'on veut ne pas vivre un quinquennat comme celui que l'on a connu, il faut qu'il y ait un changement, et ce changement peut se manifester dès les 12 et dès les 19 juin avec les élections législatives. Législatives, exactement. Évidemment, vous êtes reparti très largement sur le terrain, hein. Vous êtes en réunion publique quasiment tous les jours auprès de différents candidats. Pourquoi voter LR ? Ce que je sens avec les déplacements sur le terrain, c'est que les Français, il y a deux choses dont ils veulent pas. C'est ce que je ressens. Ils veulent pas de la victoire de Mélenchon, comme ils n'ont pas voulu de la victoire des extrêmes à la présidentielle, et ils veulent pas donner les pleins pouvoirs à M. Macron. Ils veulent pas les deux. Et donc, là-dessus, franchement, vous avez une chance de réduire les pleins pouvoirs d'Emmanuel Macron ? Évidemment. En votant pour des candidats LR, UDI, de la droite et du centre, de la droite républicaine, c'est l'empêcher d'avoir une majorité absolue et l'obliger à quoi ? À écouter, à entendre. Parce que on a vu avec une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale, ils ne l'auront pas fait remonter, que là, avec les 80 km/h, la colère était partout dans le monde rural, en province. Ils n'auront pas fait remonter qu'avec l'augmentation du carburant, on allait avoir la crise des gilets jaunes. Nous, on le savait, on l'a vu. Je me souviens d'une réunion. Nous, c'est les élus locaux. Bien sûr, les élus locaux. C'est ce maillage territorial des Républicains, quoi. Je me rappelle d'une réunion, en novembre 2018, le président de la République vient pour l'itinérance mémorielle dans la région des Hauts-de-France. On est avec des maires. Un maire prend la parole, on lui dit ce qui va se passer. Ils n'écoutent pas, et c'est passé député, le petit doigt sur la couture du pantalon, qui lui ont fait remonter quoi que ce soit. Si on veut se faire entendre, si on veut justement que les problèmes des Français soient entendus, que le besoin d'autorité soit entendu, que la reconnaissance de la valeur travail soit entendue, c'est pour des députés LR, UDI. Sauf que Xavier Bertrand, quand vous voyez un Damien Abad qui rejoint le gouvernement, un Édouard Philippe qui a été Premier ministre, un Gérald Darmanin, encore une fois, je le disais, dont vous avez longtemps été proche, qui était dans votre famille continuer politique. La liste parce qu'on va pas bouffer les 30 minutes de l'interview. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y en a plus du côté d'Emmanuel Macron que dans la famille LR. Pas en me le disant. Si. On peut passer les 30 minutes à énumérer. Il devait y avoir 40 ou 50 députés qui partaient. Il doit y en avoir 4 à tout casser. Non, mais parce qu'il y en a déjà qui sont partis. Hein. Il y en a déjà plus grand monde. Plus grand monde. C'est pour ça quand même, non ? Je suis là, moi. Oui. Et puis il y a d'autres qui sont présents. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai, vous êtes là, vous avez savoir décidé qui de je rester. suis, savoir où j'habite, quelles sont mes valeurs, vous de savoir. Vous êtes un peu revenu au bercail quand même en même temps. Depuis l'élection du Congrès. Enfin, vous-même, vous êtes bien un petit peu. C'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Donc allons plus loin. Je vais pas vous dire qu'on va renverser la table et qu'on va avoir la majorité absolue. Je sais bien faire la différence entre avoir le vent de face et avoir le vent dans le dos. On n'a pas le vent dans le dos, mais le vent de face, il est en train de sacrément faiblir. Parce que les gens se disent que si M. Macron n'a pas la majorité absolue, il va être obligé de composer. Ça ne veut pas dire servir de béquille. Ça ne veut pas dire rejoindre la majorité. Mais ça veut dire notamment, sur la question du pouvoir d'achat, ne pas avoir un chèque alimentaire qui soit une aide sociale de plus dont on va se demander comment on va la payer. Mais précisément, sur ces deux questions... Je veux juste aller jusqu'au bout. C'est hyper concret. Je voudrais juste redire les choses sur le chèque alimentaire. Donc cette question du pouvoir d'achat, qui en effet aux yeux des Français est aujourd'hui la principale vous le savez que je dis depuis des années. Avec l'inflation et les prix qui augmentent. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il était en train de plancher sur un paquet pouvoir d'achat dans lequel il y aurait ce chèque alimentaire auquel vous faites référence. Et ce paquet pouvoir d'achat, il sera présenté en Conseil des ministres le 29 juin prochain. Alors d'abord, sur le timing et puis sur la question du fond, c'est-à-dire les outils et notamment ce chèque alimentaire, quelle est la réponse que vous auriez et comment est-ce que vous estimez cette réponse-là du gouvernement ? On aide les gens qui travaillent ou qui ont travaillé. Donc les salaires. Exactement. Et les retraités. Les retraités qui ont été, honnêtement, massacrés depuis 2017, l'augmentation de la CSG, les pensions de retraite qui ont augmenté moins que l'inflation et même les retraites complémentaires, les partenaires sociaux ont été contraints de le faire parce qu'il n'y a pas eu de réforme des retraites. Donc, je vais vous livrer un exemple qui est frappant. Je fais une réunion l'autre jour dans le Nord, à Aniche, et avant cette réunion, je discute avec une dame qui était là, qui travaillait dans la mairie. Elle fait des heures de ménage. Elle me dit, vous voyez, je gagne 1 200 € par mois, mon mari est gravement malade, il touche une pension. Le chèque énergie, j'en entends parler, j'en vois pas la couleur. Et leur chèque alimentaire, ça va être pareil. C'est pas normal, monsieur Bertrand. Parce qu'ils sont juste au-dessus des seuils. Oui, bien sûr. Et il est temps que ce quinquennat soit le quinquennat des classes moyennes, des gens qui travaillent. Sauf que, pardon, mais c'est toute la différence. Les salaires, c'est pas vous qui allez le décider, c'est les patrons. Donc, quel est le moyen ? Est-ce qu'il faut mettre plus de pression sur les patrons ? Et puis, en attendant, si les patrons, parce que c'est bien gentil, mais enfin, il y a des patrons qui vont pas vouloir faire ce geste, ou tout simplement qui auront des rognes, des marges trop rognées pour pouvoir faire ce geste d'augmenter les salaires. De pouvoir... Est-ce qu'il faut que l'État lui-même fasse des gestes ? Je pense à la TVA notamment, parce qu'évidemment, c'est mécanique. Plus les prix augmentent,
plus l'État s'en met dans la poche avec la TVA. Est-ce qu'il faut aussi dit. revenir sur la loi qui impose à la grande distribution 10% de marge? Est-ce que c'est deux On peut faire outils plus simple et qui plus permettent rapide. quelque chose d'immédiat? Plus simple et plus rapide. Vous avez entièrement raison. Mais c'est la baisse de la CSG. La baisse de la CSG, c'est ce que nous proposons. C'est ce que les candidats LR proposent, c'est la baisse de la CSG. Vous avez vu l'émission juste avant nous, la partie de l'émission. C'est Nicolas Dos, je crois, qui expliquait que le coût de l'inflation, c'est 90 € par mois. Il faut Emmanuel Le Gip le disait sur c'est 90 € par mois par ménage. Une baisse de la CSG qui amène par personne qui travaille à au moins 100 € par mois tout de suite, et il faudra certainement aller au-delà. Pour compenser cette hausse du coût de la vie. Donc il y a une façon de faire, c'est-à-dire que vous augmentez le salaire net, le revenu net, en baissant la CSG. Mais pas seulement sur les salaires. Pourquoi on oublierait les petits artisans, les commerçants? Pourquoi on les oublierait? Pourquoi on oublierait les agriculteurs? Vous voyez, ce qu'il y a au cœur de notre projet, c'est la reconnaissance de la valeur travail. Et ce sont les classes moyennes. Monsieur Macron s'occupe plutôt des gens qui vont bien. De temps en temps, il pense aux gens qui vont pas bien. Nous, on pense à tout le monde. Ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, mais ceux qui sont au milieu, les éternels oubliés. Vous savez, les classes moyennes, trop riches, paraît-il, pour être aidées, mais pas assez pour s'en sortir. Ils en ont marre. Et je vais vous dire, mon inquiétude pour les années qui viennent, c'est qu'à un moment donné, ils n'en puissent plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains aujourd'hui avec des petits salaires qui disent « Mais cet hiver, il va falloir faire le choix entre se chauffer, se nourrir, se chauffer, payer son loyer ». Et c'est des gens qui ont aussi toute leur dignité et qui veulent surtout faire plaisir à leurs enfants. Il y en a aujourd'hui des familles qui se disent « Mais les marques, symbole de ce qu'est aussi la marque, est-ce qu'on va pouvoir continuer à le mettre sur la table ?» Et je parle, Apolline de Malherbe, de gens qui bossent, qui travaillent. Et si on n'entend pas leur détresse, leur souffrance, alors je vous dis que tout ça finira mal. Mais ça veut dire quoi, finira mal? On a vu les gilets jaunes. Aujourd'hui, on a l'impression que la colère, elle est plus intériorisée. Non, la colère, elle est là. Et la colère, il faut la diminuer. Il faut apporter des solutions. Moi, j'aime profondément mon pays. Mais parlons aussi, j'aime mes concitoyens. Donc derrière, il faut qu'on trouve des solutions. L'éducation, voilà, deux domaines sur lesquels Emmanuel Macron Mais vous s'est rendu sur le remarquerez une terrain chose. Attendez, cette semaine. Vous remarquez aussi une chose. Le chèque alimentaire, vous savez depuis combien de temps on en parle? Bah, ça fait quoi, 3 mois? Décembre 2020. Convention citoyenne, le président de la République. On va le faire. On va le faire. Et ensuite, il y a tout un florilège donc la présentation en Conseil des ministres le 29 juin, c'est pas suffisant. Mais ils nous disent exactement ce qu'ils veulent faire. Et moi, je le dis, nos candidats, députés, se battront pour que ceux qui travaillent ne soient pas oubliés. C'est toute la différence. L'hôpital a du mal à recruter, l'éducation a du mal à recruter. Emmanuel Macron, il sera à Marseille tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a parfois moins de candidats pour être prof que de postes à pourvoir. On fait quoi? Déjà, qui était au pouvoir les 5 dernières années? Emmanuel Macron, évidemment, vous me faites une devinette pas très difficile. D'accord. Mais ce qui montre bien, c'est qu'il ne faut pas découvrir le problème maintenant. Donc la mission flash d'un mois, c'est... Mais tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Il y a à la fois un plan d'urgence, mais aussi un plan Marshall. Le Ségur de la santé, ça a été dit dès le début, ne suffisait pas. Il faut aller bien au-delà et il faut investir dans les personnels. Ce qui fait l'excellence du système de santé à la française sont les hommes et les femmes. C'est ce qui nous a permis de tenir au moment de la crise Covid. Aujourd'hui, il y a des fiches de postes qui sont ouvertes. Ça veut dire qu'il y a concrètement l'argent est déjà mis sur la table, mais qu'il n'y a pas de candidats. Non. Il y a l'argent qui est mis sur la table, notamment en début de carrière. Il y a des primes qui ont été versées, c'est vrai. Mais ces primes, notamment, ne comptent pas pour la retraite. Il faut plus de monde. Il faut aussi qu'il y ait des évolutions de carrière. Un professeur, un chirurgien peut opérer très longtemps. Mais vous auriez pu un peu anticiper, vous avez été ministre de la Santé. Au moment où vous étiez ministre de la Santé, c'est le moment où il y a commencé à y avoir moins de monde dans l'hôpital. Là aussi, mais si vous arrivez ce matin, vous êtes sérieuse? J'ai quitté mes fonctions. Je vais les regarder très précisément. Vous avez voté en 2009 une loi de réforme de l'hôpital pour donner notamment plus de pouvoir aux patrons, aux directeurs des hôpitaux. Et c'est dans ce contexte quand même aussi budgétaire que l'hôpital a commencé à réduire ses effectifs. On date à peu près à ce moment-là. Vous me laissez combien de temps pour vous répondre? 1 minute. Allez-y. Pas beaucoup. J'étais ministre pendant plusieurs années, jusqu'en 2012. Vous avez entendu une crise pareille à l'hôpital quand j'étais en fonction? Je vous demande. Mais est-ce que c'est pas les racines? Je vous dis pas qu'on en a vu tout de suite les résultats. Je peux aller jusqu'au bout. Vous m'avez laissé 1 minute, vous m'avez laissé 10 secondes seulement. Non, mais vous pouvez pas dire que c'est uniquement la faute d'Emmanuel Macron aujourd'hui ce qui se passe à l'hôpital. Mais ça fait 20 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir et ils découvrent les choses aujourd'hui. Moi, quand j'ai été ministre, je le dis très clairement, je redeviens ministre de la Santé en 2009. En novembre 2010, je n'ai jamais voulu appliquer, je l'avais dit à Nicolas Sarkozy, le 1 sur 2, le non-remplacement d'une personne sur 2, en disant on ne touche pas aux cheveux des soignants. Je pense d'ailleurs qu'il en faudrait davantage. Je n'ai jamais baissé le budget des hôpitaux. Et la fameuse tarification à l'activité, quand j'étais ministre, je ne l'ai jamais appliquée à 100% parce que l'hôpital est aussi un endroit où on soigne tout le monde,
24 heures sur 24 et où il y a aussi des fonctions de recherche, d'innovation avec les CHU. Donc c'est pas une entreprise. Gérer, compter, oui, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, il faut plus de monde. Il faut mieux rémunérer et aussi faire évoluer les carrières. Parce qu'une aide-soignante ne se voit pas forcément faire la même fonction, le même métier à 25 ans comme à 55 ans. Il faut aussi avoir un plan Marshall pour les loger, notamment en région parisienne. En région parisienne, vous avez aujourd'hui les nécessités de vous loger loin. Il faut construire, et construire également dans Paris, au plus près. J'étais hier avec Alix Bougeret, notre candidat, dans le 17e arrondissement, avec le maire. Il y a le projet justement sur Bichat, avec une suppression de lits à la clé. Non mais ils sont fous quoi. Vous avez failli dire malade, mais effectivement, ils sont fous quoi de pouvoir, le gouvernement, proposer un tel projet. Donc il faut ça, et puis vous ne pouvez pas raisonner uniquement hôpital public. Vous ne pouvez pas oublier aussi le privé et vous ne pouvez pas oublier tout le système de santé avec les médecins qu'on appelle les médecins de ville ou en milieu rural. Nous avons des propositions, notamment pour lutter contre les zones sous-denses où il n'y a pas assez de professionnels de santé, les docteurs juniors. On a des mesures également concrètes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pourrons pas continuer à vivre 5 ans avec un système de santé qui s'affaiblit malgré l'engagement des professionnels. On a bien compris que vous faisiez campagne donc pour Mais la LR. santé est un bien commun également. Et je le dis quand à l'époque, vous cherchez tout à l'heure à me titiller sur la question, j'ai toujours dit, l'hôpital, c'est pas une entreprise privée. C'est pas une entreprise privée. Xavier Bertrand, donc ancien ministre de la Santé, aujourd'hui président de la région des Hauts-de-France. Merci d'avoir répondu à mes questions.